L'Iran en est maintenant à plusieurs jours de l'opération Vraie Promesse 3, et cela a complètement ébranlé Israël et les États-Unis. C'est une scène incroyable, voir Tel Aviv, Haïfa, le centre de la Palestine occupée, ou Israël comme on l'appelle en flammes, voir des bâtiments démolis, voir des installations militaires détruites, entendre que des F-35, 3 désormais selon l'Iran, ont été abattus. L'Iran a utilisé des leurres, a trompé les drones et les avions de chasse israéliens alors qu'ils tentaient soi-disant de détruire les prétendues installations nucléaires. Mais ces installations restent intactes. Fordow, Ispahan, je ne sais pas si je le prononce correctement, Natanz, je ne sais pas non plus si je le prononce correctement, mais elles sont toutes encore debout. Elles n'ont pas été détruites. Le terrain de l'Iran pose d'énormes problèmes, mais il en va de même pour les capacités militaires de l'Iran. C'est absolument stupéfiant, dans la mesure où cela a percé l'exceptionnalisme israélien, cette idée de supériorité d'Israël. Israël s'est lancé dans cette opération de manière désespérée. Je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent que lorsque Israël a mené cette frappe, ce n'était pas au moment que, selon moi, les États-Unis souhaitaient. Donc, Israël, Netanyahou, est arrivé avec l'idée que s'il pouvait choquer, surprendre, s'il pouvait mener ce que certains qualifient de cyberattaque, ayant conduit à la frappe initiale contre l'Iran, c'est plus de 200 avions de chasse qui sont intervenus, ont mené de nombreuses frappes de décapitation et porté un coup à l'Iran. Mais désormais, cet élément de surprise a complètement disparu. Il n'existe plus. Cela ne se reproduit pas, ou du moins, si les États-Unis interviennent, nous verrons beaucoup plus de destruction. Mais pour l'instant, tout ce qu'Israël semble pouvoir faire, c'est cibler des civils. Nous voyons Téhéran en flammes. J'ai eu Mohamed Rondi dans mon émission, qui m'a dit qu'un bâtiment tout près de chez lui a été visé. 20 enfants tués, éliminés. C'est absolument ignoble et atroce ce que nous voyons. Mais tout cela relève du désespoir. Il ne s'agit pas d'armes nucléaires. Il s'agit des États-Unis et d'Israël qui voient le temps s'écouler sur leur domination déclinante et en réalité sur leur légitimité qui s'effrite. Et ils essayent d'éliminer l'Iran. Le problème, lorsqu'on essaye d'éliminer l'Iran, c'est la supériorité d'escalade de l'Iran. Il dispose d'un nombre incroyable de missiles. Ils viennent tout juste de démontrer leur capacité en matière de missiles hypersoniques. Les images de Tel Aviv frappées par des missiles hypersoniques représentent une humiliation absolue pour le régime israélien et les États-Unis. Désormais, Israël est à genoux, suppliant les États-Unis de s'impliquer plus directement dans cette affaire. C'est un développement absolument incroyable que nous suivons ici sur cette chaîne. Maintenant, il faut parler de la portée de cet événement. Non seulement sur le plan militaire, qui est immense, quand des F-35 sont abattus, quand des infrastructures israéliennes sont détruites, quand on voit que des personnes, désormais des Israéliens, se retrouvent sous les décombres après plus de 20 mois de ce qu'ils ont infligé à Gaza. On entend maintenant des Israéliens, des responsables israéliens, dire « Nous sommes Gaza maintenant ». Eh bien, c'est vous qui avez provoqué cela. Gaza a été l'étincelle qui a tout déclenché. Ce besoin pour Israël, avec l'aide des États-Unis, de s'étendre autant que possible. Maintenant, il en paie le prix. Il paie le prix de son agenda expansionniste absolument féroce. Une grande partie de ce qui se passe actuellement, l'opération Vraie Promesse 3, et ce que nous voyons, va bien au-delà du militaire. Nous voyons Israël à genoux, suppliant les États-Unis, car il y a un gros problème pour Israël. Et c'est que les États-Unis, d'un côté, donneront à Israël tout ce qu'il veut pour faire ce qu'il veut, du moins tout ce qu'ils peuvent donner. Mais maintenant, les États-Unis et Israël se trouvent dans une situation très précaire. Ils doivent désormais se demander jusqu'où peuvent-ils aller.
Les États-Unis rencontrent-ils Israël, ce qu'ils font sûrement en continu à ce stade, à la fois secrètement, et bientôt nous verrons sans doute dans les médias les résultats de ces réunions, où ils doivent décider s'ils veulent intervenir avec leurs bombardiers et leurs bombes anti-bunker pour commencer à raser l'Iran. Ce n'est pas garanti. En réalité, il est probable, presque certain, que l'Iran conservera ses capacités pendant cette période. Et les États-Unis doivent décider s'ils veulent risquer l'humiliation de voir un F-35, un F-18 ou un autre appareil abattu. C'est vraiment la question à considérer, car lorsque cela se produit, lorsque les États-Unis subissent un coup direct, lorsqu'un de leurs destroyers est coulé au fond de la mer, lorsque des actifs américains dans la région, dans le Golfe, sont visés et frappés, lorsque le détroit d'Ormuz est fermé, quand ces choses commencent à arriver, les États-Unis devront envisager l'impensable. Pourquoi? Pas parce que l'un d'entre nous sur cette chaîne est d'accord avec cela, ou du moins, la plupart d'entre nous qui regardons cette chaîne, je ne veux pas voir cela. Mais quand on se penche sur l'état d'esprit, les intérêts de l'Empire américain, nous savons que l'Empire des États-Unis n'a jamais été capable de tolérer un quelconque rival, quiconque pouvant démontrer, quel que soit son système politique ou économique, une puissance, un pays, une nation, une force capable de montrer une parité ou peut-être un pouvoir dual par rapport à lui. Non, il ne peut pas tolérer cela. Et il n'y a pas de plus grande honte ou humiliation pour les États-Unis que de voir son armée soi-disant exceptionnelle et invaincue, ce qui, bien sûr, est faux. L'armée américaine a été vaincue encore et encore, au Vietnam, en Corée, en Afghanistan, la liste est longue. Mais si l'Iran, ce qui serait le cas si les projectiles et missiles balistiques iraniens, etc., venaient à couler un destroyer naval des États-Unis, cela serait alors perçu comme une pure démonstration de puissance. Et bien sûr, avec ce discours sur la menace nucléaire, tout cela pourrait servir à déclencher une éventuelle frappe nucléaire contre l'Iran, plongeant essentiellement le monde dans la plus grande calamité mondiale, peut-être de toute l'histoire des développements géopolitiques, politiques et économiques. C'est vraiment ce qui est en jeu ici. Et c'est pourquoi les États-Unis et l'administration Trump ont beaucoup de choses à prendre en considération, beaucoup de réflexions à mener, beaucoup d'introspection à faire. Parce qu'il ne s'agit plus de jeux d'enfants dans une cour d'école. Ce n'est pas « Oh, Donald Trump, on va tous les mettre KO, on va frapper tout le monde au visage et tout le monde va s'incliner. » L'Iran a montré qu'il ne comptait pas céder. L'Iran ne cédera pas face aux États-Unis. Il ne cédera pas face à Israël. Il ne cédera pas face à l'Occident uni. Il subit des sanctions et la menace de la guerre depuis 1969. Et aujourd'hui, il montre de quoi il est capable lorsqu'il est acculé et dos au mur. Ainsi, l'opération Vraie Promesse 3 est bien plus que des missiles et des explosions qui provoquent un effet cathartique à travers le monde. On voit comment les populations du Liban, du Yémen, de la Cisjordanie et de toute la région célèbrent cela, car Israël est le pays le plus détesté au monde. Et les États-Unis sont en train de devenir l'un des pays les plus détestés au monde, si ce n'est déjà le cas, en raison de leur soutien indéfectible à ce régime, qui a commis un génocide, tenté de déstabiliser la région et nourrit des ambitions expansionnistes qui mettent le monde entier en danger. Nous voyons les conséquences de tout cela, mes amis. C'est un moment historique en géopolitique, dans le développement mondial, dans l'histoire politique et économique de l'humanité au sens large, car il faut se rappeler l'arc de l'histoire ici. Les États-Unis et Israël ont déjà emprunté cette voie, mais jamais ils n'ont été défiés de cette manière. Ils ont rencontré de la résistance tout au long de leur règne. Tout au long de leur règne, ils ont fait face à de la résistance. Mais même lorsqu'ils ont perdu, ils ont conservé cette apparence de supériorité. Même après leur défaite au Vietnam,
Ils pouvaient affirmer avoir tué des millions de personnes. Même après leur défaite en Corée, ils peuvent prétendre avoir réussi à la diviser et à la partitionner, et bien sûr, à transformer la Corée du Sud en un État vassal. Même lorsqu'ils ont perdu l'Afghanistan, ils pouvaient affirmer que toute la région, bien que n'étant pas sous leur domination, avait été déstabilisée, au point qu'au moins les États-Unis y maintiennent une présence militaire importante. Pas tellement sur le plan économique, mais bien sûr, l'économie est influencée par le front militaire. Ainsi, après la chute de l'Union soviétique en 1990, les États-Unis ont pu maintenir cette image de supériorité en menant essentiellement des guerres de destruction et des changements de régime partout dans le monde. Nous voyons donc maintenant Israël placer les États-Unis et lui-même dans une position totalement désespérée. Et les développements ici sont stupéfiants. Ainsi, lorsque nous regardons ce qui se passe à Tel Aviv, par exemple, nous voyons des développements d'infrastructures, des personnes piégées sous les décombres au centre d'Israël, des images diffusées dans le monde entier montrant des missiles balistiques iraniens traversant le ciel et les défenses aériennes israéliennes incapables de les intercepter. Et puis il y a les États-Unis, qui maintenant, peu importe ce que vous croyez, n'est-ce pas? Parce que je pense que les États-Unis ne sont jamais un acteur honnête. Du moins, l'establishment de la politique étrangère n'est jamais honnête. Ils prétendent ne pas être impliqués dans tout cela. Mais nous savons qu'ils ont envoyé des missiles vers Israël avant que celui-ci ne mène sa frappe initiale. Nous savons que les États-Unis fournissent toujours un soutien en matière de renseignement, de logistique et d'armement. Et nous savons qu'aucune action d'Israël ne se fait sans que les États-Unis en soient informés à un certain niveau. Nous avons donc vu Israël et les États-Unis s'engager dans des conflits et des différends. Bien sûr, ces conflits peuvent sembler relativement négligeables à l'échelle globale, alors que la situation à Gaza, le génocide à Gaza se poursuit même après que le soi-disant cessez-le-feu de Trump ait été négocié. Nous avons vu cela être abandonné très rapidement et très brutalement. Il y a bien sûr le carnage au Liban et la normalisation d'Al-Qaïda en Syrie entre les deux parties. Nous savons que les États-Unis s'efforcent bien sûr de servir les intérêts israéliens parce qu'ils estiment, l'establishment de la politique étrangère estime que cela sert leurs propres intérêts. Mais nous voyons apparaître des fissures, et l'une des plus importantes concerne ce théâtre de guerre. Nous l'avons vu avec le Yémen, par exemple. Une grande partie de la raison pour laquelle les États-Unis sont intervenus au Yémen n'était pas seulement de détruire Ansar Allah pour eux-mêmes, mais aussi parce que Ansar Allah ciblait les destroyers de la marine américaine, provoquant d'énormes embarras. Les États-Unis perdaient des avions de chasse au large de la mer Rouge. Ils disent qu'ils sont simplement tombés, vous savez, des destroyers américains, mais nous savons qu'il aurait très bien pu s'agir d'un impact direct des missiles balistiques yéménites. Une grande partie de cela concernait Israël. Israël voulait voir cette partie de l'axe de la résistance détruite, et les États-Unis y voyaient un alignement total des intérêts. Mais les États-Unis ont dû se retirer de ce conflit. Les États-Unis ne pouvaient plus subir d'autres défaites militaires embarrassantes. Les États-Unis, sous Donald Trump, ont dit « Eh bien, si nous continuons ainsi, nous allons manquer d'armes et d'argent. » Et c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, l'argent, soyons honnêtes, ils pourraient en imprimer indéfiniment. Mais en ce qui concerne l'investissement, là où ils voulaient placer leurs ressources militaires, l'establishment de la politique étrangère américaine a dû jeter l'éponge au Yémen. Mais le Yémen a continué son escalade contre Israël, ses opérations contre Israël, même jusqu'à aujourd'hui. Ils aident actuellement l'Iran avec leur opération Vraie Promesse 3. Donc voyez-vous comment,
il y a un conflit ici entre les États-Unis et Israël, dans le sens où Donald Trump et les États-Unis doivent réfléchir à la manière dont ils vont, comment l'établissement de la politique étrangère va gérer cette crise qui s'aggrave. L'objectif global est le changement de régime. Ils veulent voir le régime iranien, la direction iranienne, la souveraineté iranienne complètement et totalement détruite. Ils veulent qu'elle disparaisse, et ils le veulent depuis des décennies. Mais peuvent-ils y parvenir? C'est vraiment ce que les États-Unis doivent prendre en compte. Et en tant que superpuissance, en tant qu'albatros impérial, et qui plus est en déclin, l'établissement de la politique étrangère américaine doit se demander s'il peut soutenir une guerre totale contre l'Iran. Je dis que l'établissement de la politique étrangère américaine ne peut pas soutenir cela. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont épuisés en Ukraine. Les États-Unis sont épuisés à essayer d'encercler militairement la Chine. Les États-Unis sont déjà épuisés en Asie de l'Ouest. Ils ont déjà vu leur légitimité décliner ici dans la région, et leur arsenal militaire a été épuisé. Vous avez même Elbridge Colby, l'un des sous-secrétaires, le numéro 2 au Pentagone, qui affirme que non, il faut continuer à se concentrer sur la Chine. C'est un gros problème. Il y a des divisions au sein du cercle dirigeant dans l'établissement de la politique étrangère sur la question de savoir où placer les priorités. Et Israël veut que les États-Unis aillent à fond contre l'Iran. La démonstration des capacités de l'Iran place ici les États-Unis dans une position très précaire, et oserais-je dire dangereuse, car s'ils interviennent et subissent des pertes, ce qui arrivera, ils en subiront. Peut-être que l'USS Carl Vinson ou le Ronald Reagan, peut-être que l'un d'eux coulera au fond de la mer. Peut-être qu'un F-16 ou un F-35 avec des pilotes américains est abattu. Et ensuite, l'atmosphère politique devient toxique pour la guerre. Elle est alors totalement imprégnée d'appels agressifs, bellicistes, voire nucléaires, à la destruction de l'Iran. Et c'est là que je pense que les États-Unis se trouvent dans leur position la plus précaire, car emprunter cette voie sous une administration Trump instable, qui n'a même pas encore trouvé ses repères, n'a rien accompli en Ukraine, n'a rien accompli en Asie de l'Ouest, n'a rien accompli si ce n'est la capitulation, la soumission et des décisions embarrassantes concernant le commerce avec la Chine, serait désastreux. Et bien sûr, la situation intérieure aux États-Unis n'est pas très bonne. Tout cela pour dire que la fin de l'administration Trump est très proche et qu'elle sera précipitée si les États-Unis s'enfoncent davantage dans cette voie. Voilà donc la situation. Tout le monde. L'opération True Promise 3 a provoqué une onde de choc à travers le monde. Elle montre qu'Israël n'est pas invincible. Elle montre que les États-Unis ne sont pas invincibles. Elle montre qu'un pays sous sanctions, menacé de guerre depuis des décennies, peut développer les capacités nécessaires pour se défendre lorsqu'il est harcelé, lorsqu'il est acculé. Et maintenant, certains ont émis des critiques à l'égard de l'Iran. Ils ont dit que l'Iran n'en avait pas fait assez. Beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui regardent mon émission, ont dit que l'opération Vraie Promesse 3 aurait dû avoir lieu plus tôt, après cette frappe d'octobre 2024, après qu'Israël a de nouveau violé la souveraineté iranienne, et après avoir vu encore et encore qu'Israël menaçait exactement ce qu'il a fait lorsqu'il a frappé l'Iran il y a quelques jours, en prenant des civils et en tentant, bien sûr, de décapiter une grande partie de son commandement militaire. D'un côté, je comprends ce point de vue, car je pense que si l'on est harcelé, si l'on se retrouve dans une situation où sa survie existentielle est menacée, ce qui est, selon moi, le cas de l'Iran depuis un certain temps, cela signifie qu'à un moment donné, quelque chose doit céder. Et peut-être que l'Iran aurait dû mener l'opération Vraie Promesse 3 plus tôt. Mais il y a de nombreux éléments à prendre en compte ici, notamment le fait
que l'autre camp n'est pas rationnel. L'autre camp n'est pas capable de tirer des leçons. L'autre camp est tout à fait capable d'emprunter une voie totalement nucléaire et catastrophique afin de réagir d'une manière qui, selon lui, préserve son vernis de domination et son vernis de superpuissance impériale. Cela signifie que l'Iran a dû naviguer dans cette situation jusqu'à se retrouver dans une position où il a été attaqué en premier et attaqué violemment. Cela a obligé l'Iran à passer en mode guerre. Non seulement à se préparer à la guerre, mais à s'engager dans la guerre, car c'est là où nous en sommes actuellement. Nous sommes en état de guerre. Nous assistons à la montée vers une guerre totale entre les États-Unis et l'Iran. Il ne s'agit pas seulement d'un soutien indirect, comme celui que les États-Unis apportent actuellement, si l'on veut bien appeler cela entre guillemets indirect, mais nous entrons dans une période où Israël se trouve désormais dans une situation difficile. Soit il continue de se laisser frapper et bombarder par des missiles, parce qu'Israël semble incapable de comprendre que cibler des civils ne fera qu'entraîner davantage de réactions ou de représailles. Soit il poursuit dans cette voie et supplie les États-Unis, en espérant que ceux-ci interviennent en envoyant leurs bombardiers dans l'espace aérien iranien, en déployant leurs porte-avions pour lancer des frappes contre l'Iran. Ou alors, il capitule. Il dit c'est fini, nous ne pouvons plus continuer, nous abandonnons. Reddition sans condition. Nous revenons à la situation d'il y a seulement quelques jours. Voilà donc les véritables options auxquelles Israël est confronté. Et en réalité, ce sont aussi celles auxquelles les États-Unis font face. Parce que de l'autre côté, les États-Unis doivent se demander, devons-nous entrer en guerre? Risquons-nous de subir des pertes militaires catastrophiques, comme nous n'en avons jamais connu auparavant, ou du moins jamais eu, à montrer au public mondial auparavant? Allons-nous plonger l'économie mondiale dans un abîme total, ce qui signifie que les riches qui contrôlent les États-Unis se retrouveraient dans une position bien pire qu'ils ne l'ont jamais été, et cela ne leur plaît pas. La position militaire et politique des États-Unis dans le monde pourrait encore davantage s'effondrer. Ainsi, nous assistons à une crise économique, militaire et politique qui atteint son paroxysme à l'heure où nous parlons. Cela signifie donc que soit les États-Unis tombent dans le piège et se préparent à leur propre autodestruction éventuelle s'ils entrent en guerre contre l'Iran, soit ils font ce vers quoi Israël semble s'orienter. Une sorte de reddition qui laissera une trace profonde dans l'opinion publique mondiale. C'est un moment absolument stupéfiant. L'opération Vraie Promesse 3 a mis tout cela en mouvement. Israël implore de l'aide. Les États-Unis sont dans une situation précaire. Et l'Iran, bien qu'il fasse évidemment face à des dangers, à des pertes civiles, à la pression de l'Empire, à son agressivité, tient toujours debout et continuera probablement de tenir tant que l'option nucléaire reste en suspens. Voilà la réalité. Et c'est là où nous en sommes dans le monde. And this is where we are in the world.